Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Exceptionnellement, c'est moi qui vais prendre la place de Nicolas Faure et Nicolas Faure qui va prendre la place de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Sans plus tarder, on passe au sommaire. Alors tout d'abord, face aux attaques, Éric Zemmour tient bon, insulté, diffamé, boycotté. Éric Zemmour subit des attaques de toutes parts, mais sa nouvelle émission sur CNews est un succès. Macron qui annonce qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine. Les médias français qui parlent enfin du calvaire de Julian Assange. Cette semaine, la revue de presse est pleine de surprises. Et enfin, l'islam au centre des débats médiatiques. Les discussions enflammées sur le voile et l'islam n'en finissent pas dans les médias. Preuve que ce sujet est bien un énorme point de crispation pour les Français. Aucune figure médiatique, même de droite, n'ose encore évoquer clairement la notion d'identité. Mais sans plus tarder, on commence avec l'image de la semaine, Nicolas. Oui, l'image de la semaine, c'est cette manifestation d'agriculteurs aux Pays-Bas qui sont venus en tracteur jusqu'à la capitale et dans plusieurs capitales régionales. C'est une image impressionnante avec des milliers de personnes mobilisées, un soutien de la population à 80%. En fait, l'idée, c'est simple, c'est que face à des lois qui sont plutôt à visée écologique et qui donc modifieraient un peu la manière de faire des agriculteurs, eh bien, il y a une levée de bouclier de ces agriculteurs dans les Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est que en France, on n'a pas du tout parlé de ça. C'est un silence quasi total, une occultation. Comment expliquer ce silence médiatique ? Alors déjà, c'est donc, comme je l'ai dit, un mouvement contre certaines lois écologiques. Donc déjà, ça peut expliquer un peu les choses. Si c'était Greta Thunberg sur son tracteur, là, ça aurait eu un impact médiatique jusqu'en France, c'est certain. Et puis, plusieurs hommes politiques ont tenté de se prononcer ou de donner leurs avis face aux agriculteurs. Et beaucoup de leaders de gauche se sont fait violemment huer. Et à l'inverse, l'une des personnalités politiques qui a été les plus applaudies, c'était Thierry Baudet, qui est un jeune identitaire sur une ligne de droite européenne. Donc forcément, c'est moins vendeur pour les médias français. Et puis finalement, les médias français, en plus du fait que ce soit plutôt une révolte agricultrice, et on va dire dans le sens pas forcément de gauche, en plus les médias français sur les questions internationales, ils sont quand même très clairement à la ramasse. Et là, on le voit, donc c'est pour ça que c'est intéressant que les auditeurs d'Immédiat voient qu'il y a des occultations sur des mouvements sociaux qui se passent dans toute l'Europe. On va passer au premier sujet, à présent, avec Éric Zemmour face aux attaques. Éric Zemmour tient bon. Il était attaqué de toutes parts avant le départ de son émission sur CNews. Il est aujourd'hui toujours sous le feu des critiques après le lancement de celle-ci. Voilà plus d'une semaine qu'Éric Zemmour se retrouve face à l'info, l'occasion de voir où le journaliste en est. Les audiences avec le Punchline, qui était l'émission de Laurence Ferrari avant, à la même heure, c'était à peu près 85 000 spectateurs en moyenne. La première de Zemmour, c'est 253 000. Il y a l'effet surprise, c'est la première. La deuxième, ce sera 142 000, puis 173 000, puis 162 000, donc c'est toujours au moins 2 fois plus. Et enfin, la cinquième, ce lundi, face à BHL, a atteint les 180 000. Alors, que penser de ces audiences, Nicolas ? Déjà, c'est un excellent résultat, puisque Éric Zemmour double le score de Laurence Ferrari sur cette case-là. Donc, c'est évidemment un très bon résultat. LCI était devant CNews aujourd'hui sur la touche-touche. LCI est même dépassé. Et en réaction à l'émission de Face à l'info d'Éric Zemmour, LCI a même décidé de supprimer ses écrans pubs pour éviter que pendant la pub, les spectateurs
puissent zapper pour aller voir Éric Zemmour. Donc c'est un beau succès, une belle preuve de succès. Et puis BFM n'est pas loin ou est même parfois dépassé, donc c'est aussi excellent pour CNews. C'est donc une bonne chose pour les patrons de la chaîne qui ont fait le Paris Zemmour et une moins bonne pour Laurence Ferrari, puisque pour une ancienne présentatrice du 20h, une grande journaliste, etc., c'est un peu un camouflet quand même, de voir que Éric Zemmour fait 2 fois mieux qu'elle. Alors, ces audiences, elles sont là parce qu'il y a de véritables débats sur cette émission Face à l'info, avec des gens qui ont des visions antagonistes des choses, et donc forcément, ça plaît. C'est exactement la même recette qu'avec Nicolas Domenac, par exemple, sur iTélé, donc ça se dispute. Et puis, il y a une des autres raisons de ce succès, c'est le fait que Éric Zemmour, c'est une voix de droite qui s'assume, et dans une France où de plus en plus de gens se reconnaissent dans les idées d'Éric Zemmour, ou en tout cas se reconnaissent dans une certaine forme de radicalité comparée un peu à la mollesse de certains hommes politiques, et bien du coup c'est logique que Éric Zemmour, son émission fonctionne bien, et on voit avec ses audiences que c'est la preuve de ça. Alors ces attaques contre Éric Zemmour, elles sont quotidiennes, il y en a eu des dizaines depuis une semaine. Focalisons-nous à présent sur les propos de Maxime Nicol, qui est un gilet jaune connu, de passage à Sud Radio. Je suis passé une fois chez Pascal Praud, que je déteste d'ailleurs. Petit message. Ah oui, je déteste ce personnage. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que CNews essaie de m'interviewer sur les manifestations, je leur réponds gentiment que tant que Pascal Praud sera journaliste là-bas, je refuserai toute interview de CNews. Vous irez peut-être dans l'émission d'Éric Zemmour. Ah oui, sûrement pas avec lui non plus d'ailleurs. D'accord, ni Zemmour ni Praud. Non, je pense que quelqu'un qui est condamné pour antisémitisme, pour propos négationnistes, c'est pas quelqu'un qui me correspond. Oui, alors dans cet extrait, Maxime Nicol, il attaque à la fois Pascal Praud et Éric Zemmour, plus CNews. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Maxime Nicol, c'est donc un des meneurs des Gilets jaunes, en tout cas une des personnalités médiatiques. Il était surnommé... où il est toujours surnommé Fly Rider. Et il est aujourd'hui journaliste ou apprenti journaliste dans le média Quartier Général, QG, qui a été lancé par Aude Lancelin il y a quelques semaines. Et Aude Lancelin, c'est une ancienne du média, donc ce média de gauche radicale, en tout cas proche de la France insoumise. C'est donc intéressant aussi de voir que Maxime Nicol, c'est un peu le symbole de ces gilets jaunes à la base de la France périphérique, contre la hausse des taxes, etc., qui ont été récupérés par une certaine gauche bourgeoise qui aime bien s'encanailler un peu avec les prolétaires qui la rejoignent. Et donc, Aude Lancelin de QG a décidé de salarier Maxime Nicol en tant que journaliste sur le terrain et chroniqueur dans une de ses émissions. C'est donc un symbole assez parfait, assez chimiquement pur de cette récupération par la gauche du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça, déjà, c'est à noter. Alors pour revenir à la critique de Pascal Praud et même d'Éric Zemmour, là on peut pas s'empêcher de penser qu'on a affaire à quelqu'un qui est pas parfaitement au fait des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque par exemple quand il attaque Éric Zemmour en le traitant d'antisémite et qu'il aurait été condamné, en disant qu'il aurait été condamné pour des propos négationnistes, là on est quand même face au degré zéro de la réflexion et de la connaissance, donc pour un journaliste c'est quand même un peu dramatique. Éric Zemmour est juif, donc dire qu'il a tenu des propos négationnistes ou qu'il est antisémite, ça me paraît quand même très compliqué. Et donc Maxime Nicol, qui est censé être journaliste ou apprenti journaliste, il lui manque quand même beaucoup de métiers a priori. Et ce qui est marrant, c'est que ça rappelle aussi ce qu'avait dit la personnalité Babette de Rosière, qui avait tenu des mêmes propos en traitant Éric Zemmour d'antisémite face à Éric Tegner sur Morandini. Donc on voit que Éric Zemmour, il excite les passions et que jusqu'à en faire perdre complètement la raison à Maxime Nicol, qui prouve qu'il a encore beaucoup de boulot à faire avant d'être un bon journaliste. Alors les autres attaques contre Éric Zemmour sont venues cette fois-ci du personnel de Canal+. Et c'est dans un article du Monde qu'on peut lire « Les élus du personnel du groupe Canal+ exigent le départ d'Éric Zemmour de CNews. L'ensemble des élus du personnel demandent à la direction de cesser sa collaboration avec Éric Zemmour pour des raisons évidentes sur le plan économique, sur la sécurité des personnels, sur l'image du groupe et sur la fameuse éthique. Les représentants de la direction présents au CS jeudi, la direction des ressources humaines, Valérie Languille, et le directeur des antennes du groupe, Gérald Brice-Viret, ont tenu la même ligne. Ouvrez les guillemets, Canal reste le groupe de toutes les opinions, fermez les guillemets. Donc toutes les opinions, mais pas toutes apparemment. Et enfin la CGT, qui est également entrée dans la danse avec un titre de Pure Média. Éric Zemmour, la CGT, ne veut plus se rendre sur CNews. Et la France
insoumise qui n'est pas non plus en reste. Oui, alors déjà sur la position des personnels du groupe Canal, ce qu'il faut noter, c'est que dans tous les médias, il y a une gauchisation vraiment forte des personnels. Je pense jusqu'au Figaro inclus, on l'a déjà vu dans quelques médias précédents. Ce sont des médias qui sont remplis de journalistes de gauche et qui donc qui exècrent un petit peu le débat avec des personnalités libres ou de droite. Ça leur fait peur. Et puis, il faut noter aussi les justifications non argumentées et cette mention du fait qu'il parle de sécurité des personnels. Donc, en gros, c'est un aveu direct de la dangerosité des islamistes radicaux et même peut-être de militants d'extrême gauche qui viseraient CNews et ses journalistes parce que Éric Zemmour y est. Donc, en fait, c'est un aveu de lâcheté de la part des représentants du personnel de Canal+. Alors, heureusement, les patrons de CNews tiennent bon, donc jusque-là, pas de souci. Sur la position de la France insoumise, je pense que la meilleure réponse est celle qu'a faite Clément Veil-Rénal, qui a déclaré sur Twitter « Chasser le naturel stalinien, il revient au galop. S'ils étaient au pouvoir, Zemmour serait illico interné dans un camp de rééducation à régime sévère. » Donc je pense que là, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Et puis la CGT qui s'ajoute au boycott, là c'est la cerise sur le gâteau. On a une organisation syndicale, des hommes politiques de La République En Marche, la France Insoumise, etc. Le groupe Ferrero, la Maïf, Groupama et j'en passe, tous unis contre un journaliste de droite qui porte la voix d'un nombre important de Français. Donc c'est vraiment incroyable quand on y pense. Et ce qu'il faut noter, je pense, par rapport à toutes ces attaques qu'il subit de la part de plein de personnalités et plein de groupes constitués, eh bien, quoi qu'on pense de Zemmour, c'est vraiment fondamental de le défendre quand on voit sa situation. Parce que si lui, qui est juif, qui est auteur à succès, qui est un journaliste qui a quand même baigné dans le sérail pendant des années, si lui, il est censuré, ça veut dire que toutes les personnalités un petit peu plus sulfureuses n'auront plus jamais la voix sur les plateaux télé. Donc les Français d'origine européenne auront moins la voix, les Français d'origine européenne qui n'ont pas de vécu médiatique n'auront pas l'audience non plus. C'est quand même dramatique. C'est pour ça que c'est un symbole et il faut le défendre. Il faut défendre sa place dans les médias. Alors malgré tout, Zemmour n'est pas censuré pour le moment puisqu'il continue son émission. Et lundi, il recevait même, il faisait face à BHL, le fameux Bernard-Henri Lévy. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les multiples attaques contre lui ne semblent pas vraiment l'atteindre. Face à l'amour des peuples opprimés de BHL, ou en tout cas l'amour qu'il dit avoir pour certains peuples opprimés, pourvu que ces peuples ne soient pas européens, Zemmour a notamment cité Jean-Jacques Rousseau. Défiez-vous de ces cosmopolites qui aiment aller au loin dans leurs livres, remplir des devoirs qu'ils dédaignent remplir chez eux. Tel philosophe aime les Tartares, ou les Kurdes, ou les Bosniaques, pour se dispenser d'aimer ses voisins. Vous êtes l'incarnation de la phrase de Jean-Jacques Rousseau, M. Bernard-Henri Lévy. Et voilà une citation de Rousseau, avant de rappeler que l'Europe vantée par BHL était défendue par ses dirigeants que lui-même déteste. Les seuls qui défendent vraiment l'Europe, c'est-à-dire... vous connaissez évidemment la phrase fameuse de Paul Valéry, j'appelle l'Europe toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline grecque. Eh bien, c'est les peuples qu'il déteste, c'est les dirigeants qu'il déteste, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, l'Italie de Salvini quand elle était sous Salvini. Tous ceux que vous détestez et que vous appelez des populistes, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne contre les prédateurs qui viennent et Bernard-Henri Lévy, le mot de la fin. Oui, alors effectivement, excellente prestation de Zemmour contre BHL. On aurait pu dire la même chose contre Marek Alter, contre d'autres tout au long de cette semaine et demie de présence sur CNews. Ce qui est intéressant dans le débat avec BHL, c'est que vraiment on a deux visions du monde qui s'affrontent et avec des personnes, quoi qu'on pense par ailleurs de chacune d'entre elles, qui sont quand même plutôt intellectuellement brillantes. Et donc c'était un débat qui était très satisfaisant à regarder. Et c'est vrai que sur tous les sujets qui ont été traités, donc il y a eu les Kurdes, la vision de l'Europe, l'identité, et même la Seconde Guerre mondiale avec le pétainisme, la résistance, etc. Éric Zemmour, il a donné une leçon à BHL, parfois magistrale, en lui opposant des arguments irréfutables. Et du coup, BHL a quand même perdu. Il n'a jamais vraiment perdu pied parce qu'il était toujours bien dans sa chemise, toujours impeccable. Mais au fond, intellectuellement, il était un peu surclassé. Et en fait, c'est typiquement ce que les militants de gauche, les syndicats, etc. Craignent.
quand ils voient Zemmour à la tête d'une émission et débattre librement avec des personnalités qui sont opposées, eh bien, c'est de le voir remporter les débats et voir leur vision du monde s'effondrer. Et donc, c'est un petit peu ça qui était en jeu avec Éric Zemmour sur cette semaine et demie. On se demandait un peu s'il allait répondre présent sur tous les terrains. Et finalement, que ce soit sur l'audience ou la qualité des débats, il a été au rendez-vous. Et voilà, il est temps de passer à la revue de presse. Et on commence avec un tweet de Pierre Ier sur l'AFP qui a, semble-t-il, des problèmes de cartographie. Oui, effectivement. Alors, c'est donc une carte sur la légalisation du mariage gay dans le monde. Et ce qui est amusant, ce qui est relevé par Pierre Ier, c'est que il y a un petit panneau sur l'Irlande du Nord qui prend la place du Maghreb, de la péninsule arabique et d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Donc, on peut s'interroger un peu sur la présence de ce panneau à cet endroit-là, alors qu'on sait bien que sur le continent africain, les droits des homosexuels ne sont pas véritablement défendus autant qu'en Occident. Et puis ce qui est amusant aussi dans cette carte, c'est la place de la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est une carte avec la Russie au centre de la carte. C'est très rare de voir les États-Unis à droite. C'est assez étonnant et on pourrait, un esprit mal placé pourrait penser que c'était pour bien montrer que la Russie était pas forcément gay-friendly, comme on dit. Donc voilà, c'est amusant, une manière amusante de montrer que l'AFP, parfois, fait un petit peu de la propagande, d'où son surnom, cher à Jean-Yves, Agence France Propagande. Et alors, sans aucune transition, n'en voir aucune, Macron bombe le torse. Emmanuel Macron était en visite à Mayotte, île submergée par l'immigration illégale en provenance des Comores. Les Mahoraises et les Mahorais disent, si vous laissez l'immigration clandestine, à ce moment-là, il n'y a plus de règles. À ce moment-là, comment moi je fais pour vivre ? Comment moi je fais pour... Donc il faut toujours garder des équilibres. Et donc oui, on doit se battre contre l'immigration clandestine. Eh bien Olivier, je pense qu'Emmanuel Macron va prendre sa carte à génération identitaire et puis va demander l'abandon des poursuites contre Damien Rieu, Romain Espinot et tous les autres qui avaient marqué symboliquement la frontière dans les Alpes, dans l'opération Defend Europe. C'est peut-être ce qui va se passer, mais plus prosaïquement, je pense que c'est évidemment du flanc. Macron, c'est un immigrationniste convaincu, et son esbrouf médiatique ne trompera personne. Il est à Mayotte, le score du Rassemblement national l'oblige à tenir ces positions-là. Ce qui est très intéressant à analyser, c'est la différence de traitement politique, mais surtout médiatique, entre les opposants à l'immigration, selon qu'ils se trouvent à Mayotte ou en métropole, tout simplement parce que dans certains cas, à Mayotte, en Guyane, etc., il y a des oppositions très fortes à l'immigration parmi les peuples. Et d'ailleurs, on le voit à Mayotte avec le score du Rassemblement national aux européennes, je crois que c'est plus de 45%. Donc c'est colossal. Et le traitement médiatique, il est plutôt positif. On ne va pas diaboliser les opposants à l'immigration, on ne va pas, on va pas en faire des tonnes. Alors qu'en métropole, pour bien moins que ça, on les diabolise. Donc ça, c'est une partialité médiatique qui convient de souligner. Et à noter que l'émission Le Quotidien s'est illustrée à Mayotte en trouvant une personne favorable à l'immigration avec un profil assez classique. C'est un faux débat pour moi. C'est un faux débat ? Oui, franchement. C'est quoi le vrai débat pour vous ? Les immigrés ou les étrangers vivent dans des conditions aussi particulièrement déplorables. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous ? Les régulariser. Tous, ils sont extrêmement nombreux. Alors, ils sont là, ils travaillent pour nous. L'immigration, c'est une richesse aussi pour un pays. Comme je vous l'ai dit à l'instant, à Mayotte, les médias évitent quand même de diaboliser les opposants à l'immigration et de reprendre les mêmes poncifs qu'en métropole. Mais malgré tout, Quotidien est là pour perpétuer les bonnes traditions. Et donc, ils ont réussi à trouver une personne qui considère que l'immigration est une richesse pour Mayotte, donc c'est assez extraordinaire. Bon, c'est un profil, on ne sait pas trop d'où elle sort, mais en tout cas, elle est en décalage total avec la population en règle générale. Mais c'est Quotidien, c'est typique. On braque les projecteurs sur une personne qui tient un discours ultra minoritaire, mais qui convient aux bobos parisiens, et on la montre, on la met en exergue. Donc ça, c'est assez typique. On passe à présent au tir de LBD. C'était une image très forte du mouvement des Gilets jaunes. À Bordeaux, un pompier volontaire avait été grièvement blessé lors d'une manifestation. Des journalistes du Monde ont mené l'enquête et produit une vidéo à ce sujet. Le 12 janvier 2019 à Bordeaux, Olivier Béziade est gravement blessé à la tête. Son nom s'ajoute à la liste des centaines de blessés, notamment répertoriés par le journaliste David Dufresne, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Notre enquête révèle comment Olivier Béziade
a été la cible d'un tir de LBD-40 dans la tête alors qu'il ne présentait aucune menace, mais aussi d'un jet de grenade de désencerclement non autorisé. Oui, c'est une belle vidéo qui démontre parfaitement qu'il s'agissait d'une violence policière. Et on le rappelle, les violences policières durant les premiers mois des Gilets jaunes, elles ont été permises notamment parce que les médias ont été silencieux sur celle-ci. Donc voilà. Et puis, point anecdotique, dans la grande mosaïque des victimes réalisée par Le Monde, l'image de Fiorina n'apparaît pas. Elle est sans doute un peu trop à droite pour les journalistes du Monde. On passe à présent aux plans sociaux. Plans sociaux chez François et l'Express. Ouais, effectivement. Alors, François, c'était devenu un simple copier-coller des dépêches AFP, avec quelques articles de militants, d'ailleurs, très proches de ce qu'on peut trouver sur des sites antifascistes. Le nouveau propriétaire le propriétaire qui avait racheté le titre en 2014, a récemment décidé de supprimer l'ensemble des postes de la rédaction. Donc, il resterait plus que 4 journalistes. Donc, ça sent clairement la fin pour François. Puis pour l'Express, c'est un peu différent. Il reste encore des journalistes, mais beaucoup moins. C'est la déprime là-bas. La rédaction est passée de 172 personnes au début 2019 à 75 aujourd'hui. Donc, c'est l'arrivée d'Alain Veil début 2019 qui a provoqué tout ça. Le but, c'est de tout miser sur le numérique. On va voir si ça va être payant, mais ça sent quand même très mauvais là aussi. C'est à vous au fond du trou, scène assez surréaliste sur C'est à vous ce mercredi 23 octobre avec la présence sur le plateau de l'avocat de Marc Dutroux qui est venu plaider pour sa libération. Cette libération, c'est une question de symbole. Derrière lui, d'ailleurs, il y a implicitement la cause de tous les détenus en Belgique à de longues peines. Donc c'est le fait de recouvrer une certaine dignité par le fait de recouvrer sa liberté. Je reçois énormément de soutien et je pense que les idées sont en train de progresser. Et le fait d'avoir levé ce tabou et d'avoir mis cette question au centre du débat, je vous remercie de m'avoir invité, permet de faire bouger les lignes. Oui, alors Olivier, rappelons que Marc Dutroux, il a été condamné en 2004 par la justice belge à la réclusion à perpétuité pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration, viol d'enfants et assassinat. L'affaire avait été abominable et avait provoqué un effroi colossal en Belgique. Son avocat, qui est donc présent sur C'est à vous, c'est un militant qui veut en finir avec les condamnations carcérales longues, plus de 20 ans, selon ses dires. Il est donc en fait en opération de communication, servant du cas Marc Dutroux comme d'un symbole. Et là, on ne peut que voir à quel point c'est indigne, cette manière d'accueillir cet avocat, lui dérouler le tapis rouge pour son opération de communication. Surtout quand on regarde la manière dont ils accueillent les chroniqueurs de C'est à vous, les personnalités politiques on va dire de droite ou qui sont pas complètement bobos, c'est pas du tout la même sauce à laquelle ils sont mangés. Ils sont mielleux ou en tout cas neutres face à l'avocat de Marc Dutroux qui demande sa libération, mais par contre face à un militant politique de droite, et bien par contre ils vont être hargneux et cette différence de traitement, ce 2 poids 2 mesures, il est vraiment insupportable. Une bonne nouvelle par contre, on a reparlé de Julian Assange dans les médias. Devant les juges, Julian Assange, qui a désormais 48 ans, dont 7 passés entre les murs de l'ambassade d'Équateur à Londres, est apparu confus, se souvenant à peine de sa date de naissance. S'il est extradé vers les États-Unis, Julian Assange risque jusqu'à 175 années d'emprisonnement. Oui, alors on reparle de Julian Assange, mais le traitement médiatique quand même de son procès et de cette affaire en règle générale est très léger, vraiment médiocre de la part des journalistes français. Évidemment, soutien à Julian Assange qui risque de finir sa vie en prison aux États-Unis pour avoir révélé de nombreuses affaires troubles dans lesquelles étaient mouillées de nombreuses grandes puissances, notamment les États-Unis. Et finalement, on ne peut que avoir un peu de mépris pour les journalistes français qui traitent cette affaire par-dessus la jambe, vraiment par le petit bout de la lorgnette, et qui ne montent pas au créneau pour défendre un de leurs confrères qui, lui, risque sa vie pour son travail. Passons à présent au sujet numéro 2, l'islam au centre des débats médiatiques. Alors l'islam au centre des débats médiatiques, le sujet du voile et de l'islam n'en finit plus d'agiter les médias avec un édito du Monde. Le titre « Vider l'abcès du débat sur le voile », on peut y lire que l'exécutif a recadré cette semaine le débat sur la laïcité, comme si c'était l'exécutif qui devait diriger les débats, un débat qui commençait à prendre mauvaise tournure. Édouard Philippe a fermement rejeté l'idée d'une nouvelle loi pour interdire le port du voile aux accompagnatrices scolaires, dans un rappel bienvenu au texte de 2004, donc une prise de parti avec un rappel qui serait bienvenu. Et enfin, 2 jours plus tard, Emmanuel Macron a dénoncé ceux qui stigmatisent les musulmans, critiquant vivement ce raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme
et l'islam. Un climat nauséabond en train de s'installer. L'islam inquiète une partie de la société française qui y voit une menace pour son identité et sa culture. C'est en jouant sur cette peur que Marine Le Pen prospère depuis des années. Laisser s'installer cette surenchère est dangereux pour la concorde nationale. Plusieurs millions de musulmans vivent en France et sont régulièrement stigmatisés. Alors, que dire de cet édito ? C'est à moitié un éditorial et à moitié un texte de soumission, de dimitude, comme on dit dans le langage islamique. Donc c'est un édimitorial, tout simplement. Il y a un parti pris énorme qui est marqué, donc, comme vous l'avez souligné, par l'emploi de termes comme le débat commençait à prendre mauvaise tournure, le rappel bienvenu d'Édouard Philippe, nauséabond, etc. C'est surtout un édito qui nie l'augmentation du nombre de musulmans en France sous le double poids de la démographie et de l'immigration extra-européenne et qui nie également le fait que cette croissance entre évidemment en conflit avec l'identité française avec laquelle l'islam n'a pas grand-chose à voir, et puis qui nie aussi le danger du terrorisme islamiste. Donc on voit que le monde là fait... ce qui est de plus en plus le cas, et ce qui est quand même un peu dérangeant, un éditorial complètement à côté de la plaque et extrêmement militant. Alors malgré le souhait des éditorialistes du Monde, le débat ne s'est pas calmé puisqu'ils ont finalement remis un peu d'huile sur le feu. Le sujet du voile et plus largement de l'islam était présent dans tous les médias cette semaine. Sur CNews, Pascal Pro a même invité une femme voilée pour s'exprimer. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, où effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs. On est heureusement dans une démocratie, dans un état de droit, et c'est la loi qui régit la laïcité. D'accord ? Donc la laïcité, comme vous le savez, repose sur 3 principes et valeurs, à savoir la liberté de conscience. Vous avez également la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Et enfin, l'égalité de tous face à la loi, quelles que soient les convictions ou les croyances. Oui, alors déjà... bravo d'une certaine manière à Pascal Pro de donner la parole à tout le monde. C'est ça aussi libre débat, donc c'est plutôt pas mal d'avoir le point de vue des intéressés. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais ils ont été peu finalement. Alors pourquoi sont-ils peu à le faire ? D'ailleurs, c'est une bonne question. Peut-être parce que y a un entre-soi médiatique déjà qui fait qu'on ne connaît pas forcément de femmes musulmanes dans les milieux bobos parisiens. Et puis aussi parce que les peu de volontaires, il y a peu de volontaires et parmi ces volontaires, peut-être qu'il y en a un certain nombre qui sont aussi potentiellement diabolisables, puisqu'il y a des profils parfois sulfureux. En tout cas, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que l'argument de cette femme voilée, finalement, il se tient plutôt. Il est impossible de lutter contre l'islam et le voile musulman, si tant est qu'on veuille le faire, bien entendu, en restant scotché au logiciel républicain et à la laïcité, puisque finalement, on voit elle se sert de ce principe-là pour défendre sa position, et finalement, ça se tient, et les gens sur le plateau sont plutôt obligés de le reconnaître. Donc, finalement, la leçon de cet échange, c'est que pour préserver l'identité française et pour ceux qui veulent lutter contre la présence visible de musulmans ou même contre l'islam, il faut tout simplement oublier les valeurs égalitaristes républicaines qui sont en fait tout à fait compatibles avec l'islam en France et opposer à l'islam et à l'immigration extra-européenne en général, l'identité française et la civilisation européenne. Et on voit finalement que sans ça, rien n'est possible et les chroniqueurs sur le plateau de CNews ils se retrouvent un petit peu démunis et sur les réseaux sociaux, on a plutôt salué la prestation de cette femme que l'inverse. Autre actualité liée à la question de l'islam, le traitement médiatique des fameuses listes communautaires, un débat qui a eu lieu sur tous les médias, exemple avec cette vidéo de France 2. C'est une petite liste passée presque inaperçue lors des dernières élections européennes, l'Union des démocrates musulmans français. À la veille des municipales, plusieurs élus de droite comme de gauche veulent interdire ces listes communautaires. Les Républicains annoncent le dépôt d'une proposition de loi. Il n'y a pas la place en France pour le communautarisme. Moi, j'en ai ras-le-bol que les religions interfèrent avec le champ politique. Et cette polémique a fait bondir Daniel Cohn-Bendit. Arrêtez, il n'y a aucune liste communautariste qui va avoir plus de 3 ou 4%. Moi, je sais que quand le Rassemblement national, il fait combien de millions ? Ça, c'est un problème pour moi. C'est beaucoup, parce que c'est une liste communautariste.
C'est une liste franchouillarde. Alors sur tous les plateaux, le débat a fait rage. Sur CNews, Alexandre Devecchio du Figaro a notamment répondu aux comparaisons avec le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson. Sur le plan politique, évidemment que c'est pas la même chose. Le PCD s'adresse à tous les citoyens, à mon avis, qu'ils soient chrétiens ou pas. Là, on s'adresse aux musulmans et avec un programme à tendance islamiste et anti-français. Tous les élus locaux, de gauche et de droite, ils ont gouverné avec les communautaristes, avec les islamistes, qu'ils ont fait énormément de concessions et qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils vont se faire bouffer, pardonnez-moi l'expression, et j'ai envie de dire, bien fait pour eux, mais malheureusement, c'est dramatique pour la République. Alors là encore, on a un exemple que les journalistes sont gênés par l'islamisation de la France, mais ils n'osent pas attaquer le phénomène autrement qu'à la marge, là en parlant des listes communautaires. Et là encore, un journaliste plutôt de droite, Alexandre Devecchio, n'ose pas sortir du cadre républicain et évoquer l'identité française, qui réglerait quand même les débats. Et sur la question donc, de la comparaison avec le PCD, donc certes, la liste musulmane, elle est un petit peu plus directe que le PCD dans sa manière de se présenter, et elle apparaît plus communautariste. Mais évidemment que le PCD a un programme inspiré de la religion catholique, c'est dans le nom de toute manière, mais la vraie réponse à apporter à cette comparaison des journalistes, c'est bien de répondre que le PCD, il est lui légitime en France, qui est une terre chrétienne. Donc c'est dommage de n'avoir aucun journaliste de droite, passant dans les médias dominants du moins, qui ose sortir du bois et parler d'identité nationale. C'est pourtant le moment idéal. Et il y en a un qui n'a pas peur de sortir du bois, c'est Yacine Bellatar. Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Oui, alors cette déclaration de Yacine Bellatar, elle est quand même édifiante. Cela signifie tout simplement que la Seine-Saint-Denis est une zone de non-droit, dans laquelle les habitants, qui sont pour beaucoup extra-européens, sont violents. Voilà ce que ça signifie dans la bouche de Yacine Bellatar. Et ça signifie aussi que cet homme, alors qui est ancien conseiller d'Emmanuel Macron, animateur de radio sur Nova, il était avant sur le service public, sur la radio Move. Cet homme qui est censé représenter, on va dire, le haut du panier des extra-européens en France, et en fait, on a quand même pas beaucoup de différence avec un comportement de racaille, là, clairement. Alors, en plus, sachant que lui, Yacine Bellatar, il faut aussi noter qu'il y a une enquête judiciaire contre lui pour des faits de harcèlement contre Bruno Gassio. Et aussi plusieurs cas qui ont été relevés, notamment par Mediapart et par Marianne, de harcèlement envers des collaboratrices. Donc on a quelqu'un qui est quand même un peu douteux. Alors, que dire de cette déclaration ? Il faut aussi analyser la complaisance des médias avec Yacine Bellatar. Par exemple, le journaliste de RFI qui voit donc cette déclaration et qui le reprend très mollement, alors que si c'était dans la bouche d'un autre, ça serait évidemment pas du tout la même chose. On lui donne finalement la parole complaisamment et sans réaction, c'est quand même inquiétant. Et ça montre bien, qu'il y a un biais médiatique quand on parle de beaucoup de choses, et y compris de l'islam, où là on peut menacer quasiment à mot ouvert Jean-Michel Blanquer, un ministre. C'est quand même étonnant. Alors pour conclure un petit peu sur cette partie de la folie médiatique autour de l'islam, je pense qu'il faut saluer le travail de nombreux médias alternatifs, comme par exemple Braise Info, mais il y en a d'autres, qui ne tombent pas dans ce qu'on pourrait appeler un petit peu le panneau de l'hystérie contre l'islam sans lendemain, puisque cette religion, effectivement, c'est une conséquence dont la cause, c'est l'immigration extra-européenne, et au milieu de la folie médiatique, peu de gens y pensent, et il y a encore moins de personnes qui le disent. Donc voilà, bravo à ces médias qui le disent. Et enfin, pour finir, un coup de chapeau, du coup. Oui, un coup de chapeau aux médias australiens qui ont décidé de recouvrir d'encre noire leur une pour protester contre la censure du gouvernement contre une journaliste qui avait révélé des secrets d'État. Alors bon, ça a été une journaliste qui a été poursuivie parce qu'elle avait révélé donc des informations relevant de la sécurité nationale selon le gouvernement. Alors, toujours un peu de nuance, parce que la sécurité nationale, parfois, c'est important de la préserver, à mon avis. Mais malgré tout, il faut saluer l'unanimité des réactions médiatiques qui montrent qu'il y a une vraie solidarité et une vraie réaction face à des actes de censure d'un gouvernement. Honnêtement, en France, pour d'autres motifs, notamment la loi Avia, etc., on aimerait bien voir la même chose. Merci Nicolas. C'est fini pour ce numéro d'Immédiat. Oui. On invite, j'imagine, comme à chaque fois, les
téléspectateurs à vous rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi que Jean-Yves, ainsi que TV Liberté, évidemment, à partager cette émission. Ça doit être la formule consacrée. Exactement, en attendant le retour de Jean-Yves la semaine prochaine. En attendant Jean-Yves la semaine prochaine. Et du coup, je vous dis à bientôt. À bientôt, Olivier. Merci pour l'intérim.